En 2019, un chercheur de l'Université de Vienne a foré un os pétreux provenant d'une nécropole située juste à l'extérieur de Rome. L'os pétreux est l'os le plus dense du corps humain. Situé profondément derrière l'oreille, il préserve l'ADN pendant des milliers d'années dans des conditions qui détruiraient toute autre trace biologique. La poudre extraite de ce minuscule fragment a été séquencée, analysée et comparée à des milliers d'autres génomes, anciens et modernes. Et ce qu'elle a révélé a contredit presque tout ce que nous supposions sur la véritable identité du peuple italien. Pendant des générations, les Italiens ont cru connaître leur histoire. Ils étaient les descendants des Romains qui avaient construit les routes, les aqueducs, l'Empire. Cette histoire semblait incontestable. Elle ne l'était pas. Ce que l'ADN ancien a révélé, ce n'est pas une lignée. Il s'agit d'un site archéologique vieux de 12 ans, témoin de migrations humaines et de 5 ruptures démographiques majeures, chacune ayant profondément modifié l'identité génétique de la péninsule. Pendant la majeure partie du XXe siècle, l'histoire de l'Italie s'est racontée à travers la langue, la poterie et les documents écrits. C'était une histoire simple. Les Romains parlaient le latin, une langue indo-européenne qui s'est répandue dans le monde occidental. Les Étrusques parlaient une langue tout à fait différente, que les linguistes ne parviennent toujours pas à déchiffrer entièrement malgré des décennies d'efforts. Les Grecs ont colonisé le sud, fondant des villes comme Syracuse et Naples. Les Gaulois s'installèrent dans la plaine du Pô, au nord. Après la chute de Rome, les Lombards et d'autres peuples germaniques déferlèrent depuis les Alpes. Le récit était clair, cohérent avec les données archéologiques et logiques. Derrière tout cela se cachait une hypothèse fondamentale. Les Italiens modernes étaient plus ou moins les descendants génétiques des Romains qui avaient construit les routes et les aqueducs. L'identité biologique profonde de la péninsule avait été établie dès l'Antiquité, et tout ce qui a suivi, la conquête lombarde, l'invasion normande de la Sicile, l'émirat arabe, n'était qu'une superposition culturelle reposant sur une base génétique stable. Personne ne le remettait sérieusement en question, car personne ne disposait de la technologie nécessaire pour le vérifier. Les différences régionales de l'Italie renforçaient parfaitement ce récit. Les distinctions visibles entre un Napolitain et un Milanais étaient perçues comme d'anciens vestiges tribaux remontant à l'âge du fer. Les Italiens du Nord descendaient des Gaulois et des Lombards, ceux du Sud des Grecs et des peuples italiques autochtones. Les Sardes formaient un monde à part, isolé sur leur île depuis l'Antiquité. Tout semblait s'imbriquer parfaitement. Mais ce dernier détail, à savoir que personne ne disposait de la technologie pour le vérifier, est précisément le mécanisme qui a permis à cette hypothèse de survivre sans être remise en question pendant si longtemps. Avant que l'extraction d'ADN ancien ne devienne fiable au milieu des années 2010, la génétique des populations ne pouvait travailler qu'avec des échantillons modernes. Des chercheurs ont prélevé du sang sur des Italiens vivants, comparé les fréquences des marqueurs génétiques et tenté de reconstituer l'histoire génétique à travers le temps. Le problème fondamental de cette approche est qu'elle ne permet pas de distinguer deux histoires très différentes qui laissent des traces modernes similaires. Une population restée sédentaire pendant 3 ans et une autre remplacée 2 fois, mais ayant abouti à un patrimoine génétique similaire, se ressemblent presque trait pour trait lorsqu'on ne dispose que du point final. Les premières études sur l'ADN mitochondrial ont accentué la confusion au lieu de la dissiper. Une étude publiée en 2007 a comparé l'ADN modifié de Toscans modernes à celui de populations anatoliennes et a trouvé une correspondance frappante qui semblait confirmer Hérodote, l'historien grec antique qui affirmait que les Étrusques avaient migré de Lydie, dans l'actuelle Turquie. Cette découverte a fait grand bruit dans les médias de vulgarisation scientifique. Les Étrusques étaient des immigrants anatoliens. Le père de l'histoire était innocenté. Affaire classée. Sauf qu'elle ne l'était pas. L'ADN mitochondrial ne retrace que la lignée maternelle, de mère en fille, puis en petite-fille. Un mince fil d'ascendance qui ignore tout ce qui est transmis par les pères et passe à côté de la grande majorité du génome qui définit en réalité le profil d'une population. Utiliser l'ADN-MT pour reconstituer l'histoire des populations revient à essayer de comprendre la démographie de toute une ville en interrogeant une seule personne par foyer et en ne posant de questions que sur la famille maternelle. On peut capter un signal, mais on passe à côté de presque toute l'histoire. L'outil qui a finalement permis de résoudre le problème a été le séquençage complet du génome d'ADN
ancien extrait d'os pétreux. Ce fragment extraordinairement dense était logé profondément derrière l'oreille interne. Grâce à sa densité remarquable, elle peut préserver du matériel génétique utilisable dans des restes vieux de 8 zéros, 10 zéros, voire 12 zéros ans, dans des climats méditerranéens qui dégraderaient normalement l'ADN en quelques siècles. Lorsque les chercheurs ont commencé à appliquer systématiquement cette méthode à travers la péninsule italienne, le récit convenu n'a pas cédé sous la pression des nouvelles preuves. Il s'est complètement effondré. Pour comprendre ce que l'ADN a révélé, il faut remonter aux origines, non pas à Rome, ni aux Étrusques, mais aux peuples qui étaient là en premier. Les humains modernes ont atteint la péninsule italienne il y a environ 45 000 ans, lors du dernier maximum glaciaire. Lorsque les calottes glaciaires ont recouvert une grande partie de l'Europe du Nord sous des kilomètres de glace silencieuse, l'Italie a servi de refuge à de petits groupes de chasseurs-cueilleurs qui ont survécu au froid. Lorsque les températures finirent par remonter et que la glace se retira, c'est en partie à partir de ces refuges italiens que les populations humaines se sont à nouveau étendues vers le nord, recolonisant un continent que la glace avait vidé. Il s'agissait des premiers habitants de l'Europe, des chasseurs-cueilleurs qui vivaient sur la péninsule depuis des dizaines de milliers d'années, façonnés par ses paysages, ses côtes, ses rythmes de survie particuliers. Puis, il y a environ 8 zéros ans, tout a changé pour la première fois. Des agriculteurs néolithiques, originaires d'Anatolie et du Proche-Orient, arrivèrent sur les côtes italiennes et commencèrent à se répandre sur la péninsule. Il ne s'agissait pas d'un mélange en douceur de deux modes de vie. Partout en Europe, la transition agricole a entraîné un remplacement quasi total des populations de chasseurs-cueilleurs autochtones par les populations agricoles nouvellement arrivées, et l'Italie n'a pas fait exception. Les premiers sites agricoles apparaissent dans les Pouilles, sur la côte sud-est, et de là la frontière agricole s'est étendue à la fois vers le nord, le long de l'Adriatique, et vers l'ouest en direction de la côte tyrrhénienne. En quelques siècles, la signature génétique des chasseurs-cueilleurs d'origine s'est réduite à une composante minoritaire, généralement de l'ordre de 15 à 25% du génome. Une population qui avait survécu à une période glaciaire ayant résisté à des conditions suffisamment brutales pour anéantir la majeure partie de l'Europe humaine fut génétiquement submergée non pas par la guerre ou une catastrophe, mais par l'arithmétique lente et implacable des communautés agricoles qui supplantaient les communautés de chasseurs-cueilleurs. Mais un endroit fut largement épargné. La Sardaigne, difficile d'accès par la mer, est suffisamment éloignée du continent pour éviter les migrations occasionnelles qui redistribuent constamment les populations côtières, a été contournée par la plupart des pays qui ont suivi. Les Sardes modernes restent à ce jour les Européens vivants les plus proches de ces premiers agriculteurs néolithiques. Une capsule temporelle génétique entourée d'eau bleue, préservant dans leur ADN un portrait de ce à quoi ressemblaient les premiers agriculteurs européens avant l'arrivée de la vague suivante qui a tout changé à nouveau. Car une autre vague arrivait. La seconde rupture s'est produite durant l'âge du bronze, il y a environ 5 000 ans, lorsque des populations descendant de la steppe pontique caspienne, ces vastes prairies s'étendant au nord de la mer Noire, ont commencé à migrer vers l'Europe, dans l'une des plus grandes migrations de la préhistoire humaine. Il s'agissait de pasteurs nomades qui montaient à cheval, travaillaient le bronze et parlaient l'ancêtre de presque toutes les langues européennes encore parlées aujourd'hui. Leurs empreintes génétiques se sont répandues à travers le continent avec une rapidité extraordinaire, et l'Italie n'a pas fait exception. Les recherches ont confirmé que l'ascendance liée aux steppes a atteint le nord de l'Italie vers 2000 avant Jésus-Christ et avait pénétré dans le centre de l'Italie vers 1600 avant Jésus-Christ, véhiculé en partie par le complexe culturel campaniforme. Un phénomène archéologique répandu associé à une poterie, un travail du métal et, comme le révèle maintenant l'ADN ancien, à un profil génétique très spécifique. Au moment où Rome fut traditionnellement fondée en 753 avant Jésus-Christ, les Italiens du centre possédaient déjà environ 30% d'ascendance des steppes. Ils avaient été génétiquement transformés 2 fois, d'abord par les agriculteurs anatoliens, puis par les éleveurs des steppes, avant même qu'une seule route romaine ne soit construite ou qu'une seule loi romaine ne soit écrite. 2 remplacements complets de population en 4 0 ans, et l'histoire ne faisait que commencer. De tous les mystères que l'ADN ancien était censé résoudre en Italie, les Étrusques occupaient la première place. Voici une civilisation qui avait dominé le centre de l'Italie. L'Italie, pendant des siècles, a bâti des villes extraordinaires,
a été pionnière dans des formes d'art que les Romains allaient plus tard absorber et revendiquer comme les leurs, et parlait une langue si étrangère à tout ce qui l'entourait que les linguistes modernes ne parviennent toujours pas à la déchiffrer entièrement. La question de leur origine hantait les chercheurs depuis l'Antiquité. Hérodote avait sa réponse. L'étude mitochondriale de 2007 semblait la confirmer. Ainsi, lorsqu'une équipe internationale dirigée par Cosimo Post de l'université de Tübingen entreprit de séquencer directement d'anciens génomes étrusques, on s'attendait, dans le domaine, à ce qu'ils établissent enfin une base génomique solide à la théorie de l'origine anatolienne. Ils n'ont rien trouvé de tel. L'étude de 2021 a analysé 82 génomes anciens provenant de 12 sites archéologiques d'Étrurie et du sud de l'Italie, couvrant près de 2 millénaires de preuves funéraires, de 800 avant Jésus-Christ à 1000 après Jésus-Christ. Les chercheurs étaient à la recherche du signal génétique de la Méditerranée orientale décrit par Hérodote, et l'étude de l'ADNMT semblait confirmer un lien ancestral reliant les Étrusques à la Lydie, à l'Anatolie, aux rivages orientaux de la Méditerranée. Ils ont découvert que les Étrusques étaient génétiquement indiscernables des Latins vivant à proximité dans la Rome voisine. Même proportion d'ascendance des steppes, même origine néolithique agricole, même profil général. Réfléchissez-y un instant. Deux civilisations séparées par une langue radicalement différente, des pratiques religieuses distinctes, des traditions artistiques entièrement différentes, des coutumes funéraires différentes et un ADN pratiquement identique. Les peuples qui parlaient la grande langue indéchiffrable de l'Italie antique étaient, au niveau génomique, les mêmes que leurs voisins de langue latine. Poche a déclaré sans embâge au magazine Science que les Étrusques étaient physiquement indiscernables de leurs voisins latins. La théorie d'Hérodote n'a pas été affaiblie ni compliquée par cette découverte. Elle a été anéantie. Et l'étude de l'ADNMT de 2007 qui semblait la confirmer, ce résultat est désormais considéré comme un exemple type de ce qui se produit lorsque les chercheurs construisent un grand récit sur un seul et mince fil de preuve et supposent qu'il représente l'ensemble du problème. Mais la découverte étrusque a soulevé une question encore plus troublante que celle qu'elle a résolue. Si les Étrusques avaient des ancêtres originaires des steppes et que ces ancêtres sont associés dans le reste de l'Europe à la diffusion des langues indo-européennes, pourquoi les Étrusques parlaient-ils une langue qui n'était assurément pas indo-européenne ? Toutes les autres populations d'Europe ayant assimilé un important patrimoine génétique des steppes ont fini par parler une langue de la famille indo-européenne. Les Étrusques constituent l'exception qui refuse d'être élucidée. David Caramelli, de l'Université de Florence, a proposé l'explication la plus convaincante. La langue étrusque est antérieure à l'arrivée des populations des steppes et a su résister aux bouleversements génétiques. Les nouvelles populations qui s'installent en Étrurie n'ont pas supplanté la culture existante. Elles s'y sont assimilées. Les gènes ont évolué. La langue a perduré. L'identité biologique de la population étrusque s'est progressivement transformée, tandis que son identité culturelle est restée intacte. Cette explication est plausible, voire élégante, mais elle met le doigt sur un point délicat avec une acuité extraordinaire. L'hypothèse selon laquelle l'ascendance génétique prédit l'identité culturelle, cette hypothèse qui a sous-tendu des décennies d'histoire des populations et qui a rendu la théorie d'Hérodote si satisfaisante, est précisément le genre de raccourci qui produit de beaux récits et de fausses conclusions. Les Étrusques ne venaient pas d'Anatolie. Ils y étaient déjà installés, et ce qui les a remplacés génétiquement a laissé leur langue, pendant un temps, parfaitement intacte. Cette découverte était frappante, mais ce n'était pas la plus perturbatrice de l'ensemble des données. Cet honneur revient à ce qui s'est passé ensuite. Ce que l'ADN a révélé sur la Rome impériale est, à tous égards, la découverte la plus spectaculaire de l'ensemble des données. C'est le genre de résultat qui pousse les chercheurs à vérifier leur méthodologie à deux, puis à une troisième fois, avant d'accepter que les chiffres disent simplement la vérité. Durant la période impériale, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ environ, le profil génétique des personnes enterrées à Rome et dans ses environs a subi une transformation si profonde qu'elle constitue l'un des plus importants changements d'ascendance documentés dans l'histoire européenne en dehors de la transition néolithique originelle. La composition ancestrale des populations d'Italie centrale était fortement influencée par la Méditerranée orientale.
L'équipe de Posge l'a quantifié à environ 50% de métissage avec les populations de la Méditerranée orientale. Une étude distincte menée par Margaret Antonio et Jonathan Pritchard à Stanford, analysant 127 génomes anciens provenant de 29 sites archéologiques situés à Rome et dans ses environs, sur une période de 12,0 ans d'habitation continue, a capturé le même signal de manière indépendante. Les personnes inhumées à Rome à l'époque impériale ressemblaient génétiquement moins à leurs prédécesseurs de l'époque de fer et plus à leurs contemporains vivant en Syrie, au Liban et en Anatolie occidentale. La ville qui a bâti le Colisée, codifié le droit romain et mis en place le système administratif le plus sophistiqué que le monde antique ait jamais connu était, biologiquement parlant, aussi proche orientale qu'européenne. Le mécanisme en était l'Empire lui-même. À son apogée, Rome contrôlait un territoire s'étendant de la Bretagne à la Mésopotamie et gouvernait environ 70 millions de personnes. Des esclaves affluaient dans la capitale depuis les provinces orientales. Il en allait de même pour les affranchis, les marchands, les soldats ayant achevé leur service, les administrateurs et les artisans attirés par les opportunités offertes par la plus grande ville du monde occidental. Le détail crucial est la géographie. La Méditerranée orientale était bien plus densément peuplée que la Gaule, l'Hispanie ou la Bretagne. Le flux démographique net s'est dirigé de manière constante vers l'ouest, en direction de Rome, et non pas au compte-gouttes sur plusieurs siècles. Les données génétiques suggèrent qu'il a été suffisamment rapide pour remodeler le profil génétique de la ville en quelques générations. Rome n'a pas seulement conquis l'Orient, c'est l'Orient qui s'est déplacé vers Rome. Une étude de 2025, publiée dans Genome Biology and Evolution par des chercheurs d'Oxford, a repoussé encore plus loin ce calendrier. Le signal génétique de la Méditerranée orientale apparaissait déjà chez des individus d'Italie centrale datant de la fin de la période républicaine, soit environ 200 ans avant le début officiel de l'Empire sous Auguste. Ce changement s'est amorcé durant les guerres puniques, lors de la conquête de la Grèce, lors de l'annexion des provinces orientales. L'ADN ancien a permis de retracer l'expansion militaire et économique romaine avec une précision supérieure à celle de n'importe quel texte historique ayant survécu. 3 éléments scellent cette transformation au-delà de tout doute raisonnable. Premièrement, le changement d'ascendance de la Méditerranée orientale apparaît simultanément sur plusieurs sites funéraires indépendants à Rome et dans ses environs, reproduits par différentes équipes de recherche utilisant différentes plateformes de séquençage, différentes populations de référence et différents modèles statistiques. Il ne s'agit pas d'un hasard lié à un seul cimetière ou à une seule étude. De plus, cette cohérence exclut toute contamination, tout mélange génétique moderne et tout biais d'échantillonnage. Elle réfute également l'idée que la Rome impériale soit restée génétiquement romaine au sens de l'âge du fer. Troisièmement, et c'est le plus profond, cela implique que l'identité génétique d'une civilisation n'est pas fixée par ses fondateurs. Les Romains ont construit des institutions qui ont façonné le monde occidental pendant des millénaires, mais les populations vivant sous ces institutions étaient en perpétuelle et profonde mutation. En l'espace de 3 siècles d'expansion impériale, la distance génomique entre un Romain impérial et un Romain de l'âge du fer était comparable à celle qui existe entre des populations modernes de pays totalement différents. Les Romains ont bâti une cité éternelle. Ils n'ont pas bâti un peuple éternel. Et lorsque l'Empire s'est finalement effondré, une autre vague se formait déjà au-delà des LPA. Lorsque Rome est tombée, la péninsule ne s'est pas stabilisée. Elle a absorbé une autre vague. En 568 après Jésus-Christ, les Lombards traversèrent la Pannonie pour pénétrer dans le nord de l'Italie, amorçant une conquête qui allait remodeler le paysage politique et, comme le confirme aujourd'hui l'ADN ancien, le paysage génétique de la péninsule pour les siècles à venir. Les Lombards étaient un peuple germanique, et pendant longtemps, les historiens ont débattu pour savoir si leur arrivée représentait une véritable migration de masse ou simplement un changement de dirigeant. Une élite militaire s'imposant à une population existante sans en modifier fondamentalement la composition biologique. L'ADN ancien a tranché ce débat de manière décisive. Une étude de 2018 publiée dans Nature Communications a analysé des sépultures lombardes en Hongrie et en Italie et a constaté de fortes similitudes génétiques entre les deux groupes, confirmant qu'il s'agissait d'une véritable migration populaire. Il s'agissait de familles,
non seulement de soldats et de commandants, mais aussi de communautés entières qui se déplaçaient à travers les zones de transition et s'établissaient sur le sol italien. Les hommes lombards étaient porteurs de lignées de chromosomes caractéristiques des populations germaniques d'Europe du Nord et centrale, en particulier des sous-clades associés aux populations situées loin au nord et à l'est de la péninsule italienne. Il ne s'agissait pas d'Italiens ayant des dirigeants germaniques. Il s'agissait de peuples germaniques devenus italiens au fil des générations. Mais voici le détail essentiel pour comprendre l'Italie moderne. Les Lombards n'ont pas étendu leur influence partout. Ils contrôlaient la Lombardie, la Toscane, une partie de la Toscane et les duchés de Spolète et de Bénévent au sud. Mais ils ne prirent jamais la Sardaigne. Ils ne contrôlèrent jamais pleinement la majeure partie de la Sicile, de la Calabre ou de la Costa Puglia, régions qui restèrent sous domination byzantine, conservant leurs liens avec le monde de la Méditerranée orientale que la Rome impériale avait déjà si profondément ancré dans le tissu génétique de la péninsule. Cette couverture médiatique inégale n'était pas qu'une simple note de bas de page politique. Elle a creusé une fracture génétique au cœur de la péninsule italienne, dont les traces sont encore mesurables aujourd'hui dans l'ADN moderne. L'héritage de la colonisation grecque a encore accentué ce fossé. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, des colons grecs établirent des colonies le long des côtes du sud de l'Italie et de la Sicile à une échelle si extraordinaire que les Romains appelèrent plus tard toute la région Magna Graecia, la Grande Grèce. Syracuse devint l'une des plus grandes villes du monde antique. Naples, Toronto, Reggio de Calabre ont toutes été fondées par des Grecs. Il ne s'agissait pas de comptoirs commerciaux ou d'avant-postes saisonniers, mais de véritables agglomérations avec des temples, des théâtres et des institutions gouvernementales, dont les populations se sont mêlées aux peuples italiques locaux au fil des siècles de vie partagée. Des analyses ADN récentes ont confirmé que cette colonisation a laissé une empreinte génétique significative et durable qui a survécu non seulement à la période romaine, mais aussi à l'émirat arabe de Sicile, à la conquête normande et à 5 siècles de domination espagnole. Lorsqu'une étude de 2019 publiée dans Science Advances a cartographié la structure génétique de 1616 Italiens modernes, issus des 20 régions administratives du pays, les chercheurs ont fait une découverte remarquable. L'Italie présente le degré de structuration génétique de population le plus élevé jamais observé dans un seul pays européen. 3 groupes distincts se sont clairement dégagés. L'Italie du Nord, incluant la Toscane, l'Italie du Sud, incluant la Sicile et les régions du centre-sud, et la Sardaigne, totalement à part. Les Italiens du Sud sont génétiquement les plus proches des Grecs modernes. Un héritage de la Grande Grèce, des siècles de gouvernance byzantine et une profonde connectivité orientale en Méditerranée remontant à la période impériale. Les Italiens du Nord se regroupent avec les Espagnols et les Français du Sud, ce qui reflète à la fois une plus grande pénétration de l'ascendance des steppes et l'ajout plus tardif d'éléments germaniques lombards. Quant aux Sardes, ils conservent un profil génétique plus proche de celui des agriculteurs de l'âge de pierre que de presque tous les autres Européens vivant aujourd'hui. La distance génétique entre un Milanais et un Sicilien est modeste en valeur absolue, mais elle correspond précisément à 12 zéros en d'histoire migratoire différentielle, couche après couche, conquête après conquête, vague après vague. Tous les spécialistes du domaine n'acceptent pas pleinement la portée de ces conclusions. Certains chercheurs plaident pour une continuité. Selon eux, le cadre génétique de base de la péninsule italienne a été établi à l'âge du bronze et tout ce qui s'est passé depuis lors n'a été qu'un ajustement en marge. L'afflux de populations originaires de la Méditerranée orientale durant la période impériale s'est concentré à Rome et dans ses environs immédiats. Les Lombards formaient une élite dirigeante restreinte, et non une population issue d'une migration massive. La structure biologique profonde de cette population a perduré. C'est une position qui a le charme de la retenue, celle du scientifique consciencieux qui résiste à la tentation de dramatiser à l'excès ce que montrent les données. Mais il devient de plus en plus difficile de se défendre contre les chiffres réels. L'apport de 50% de population d'origine méditerranéenne orientale dans l'Italie centrale de l'époque impériale n'est pas un simple ajustement marginal. Il s'agit d'une transformation à l'échelle de la population.
Si la moitié de votre génome provient aujourd'hui d'une région différente de la Méditerranée par rapport à il y a 4 siècles, le mot continuité prend alors une importance considérable. La migration lombarde, autrefois considérée comme une imposition de l'élite, a désormais été confirmée par l'ADN ancien comme un véritable mouvement de population avec des familles entières. Qualifier l'un ou l'autre de ces événements de marginal revient à ignorer les données mêmes qui les ont révélés. Une étude de 2024 sur la culture piscine, publiée dans Genome Biology, apporte un nouvel éclairage à cette question. Les chercheurs ont séquencé des individus de la région adriatique d'Italie centrale, couvrant plus de 1000 ans, de l'âge du fer à l'Antiquité tardive. Bien que les piscines aient eu une culture distincte de celle des Étrusques et des Latins, leur profil génétique était remarquablement similaire à celui des deux. La péninsule italienne de l'âge du fer, en fin de compte, était culturellement fragmentée mais génétiquement cohérente. De multiples identités construites sur un seul substrat biologique. Cette découverte ne fait que rendre la perturbation de l'ère impériale plus frappante encore. Une unité génétique qui avait survécu à des siècles de compétition culturelle a été brisée en quelques centaines d'années par l'expansion impériale et les forces démographiques qu'elle a déclenchées. Et puis il y a le paradoxe de la langue étrusque, qui refuse encore aujourd'hui de se résoudre clairement. Si les Étrusques avaient des ancêtres originaires des steppes, et que ces ancêtres originaires des steppes sont corrélés dans le reste de l'Europe avec la diffusion des langues indo-européennes, pourquoi les Étrusques parlaient-ils une langue qui n'était pas indo-européenne? L'explication la plus plausible, à savoir que la langue était antérieure aux arrivées génétiques et s'est avérée suffisamment résistante pour les absorber culturellement, est élégante. Mais elle met en lumière un point auquel toute l'histoire génétique italienne ne cesse de revenir. L'idée que les gènes prédisent la culture, que l'ascendance biologique détermine l'identité linguistique et sociale, n'est pas seulement parfois erronée. Dans le cas italien, elle est suffisamment erronée pour avoir induit le domaine en erreur pendant des décennies. Ce qui demeure véritablement inconnu, c'est à quel point l'ère impériale, le bouleversement génétique, a été uniforme au-delà de Rome et de ses environs immédiats. La grande majorité de l'ADN des anciens Italiens provient d'une poignée de sites bien fouillés du Latium et de la Toscane. On compte moins de génomes séquencés provenant de Calabre, des Pouilles, de Campanie ou de l'intérieur profond de la Sicile. Si l'afflux de population en provenance de la Méditerranée orientale s'est concentré dans les centres urbains situés le long des principales routes commerciales, il s'agit alors d'un cosmopolitisme localisé. Si ce phénomène s'étendait à toute la péninsule, il bouleverserait encore plus de choses que les recherches actuelles n'ont établies. Une étude de 2025 sur des vestiges de l'âge du bronze en Calabre a révélé que même avant Rome, le sud profond avait déjà divergé génétiquement du nord, montrant une plus grande affinité avec les populations siciliennes et dépourvues des influences génétiques orientales déjà présentes en Sicile à la même époque. La péninsule n'a jamais constitué une seule entité génétique. Elle a toujours été une mosaïque de micro-régions, chacune façonnée par son propre schéma spécifique de contact et d'isolement, sculptée par les montagnes, les vallées fluviales et l'accès à la mer. Cette version simplifiée n'a jamais été simple. Elle est simplement restée inexplorée. Aujourd'hui, à un arrêt de bus à Rome, on se tient sur 12 ans de stratification génétique. Des survivants de l'ère glaciaire réfugiés dans des abris méditerranéens, des agriculteurs anatoliens qui ont traversé la mer et redessiné le paysage du continent, des éleveurs des steppes quittant les prairies au nord de la mer Noire, un empire qui, en quelques générations, a intégré la Syrie, le Liban et l'Égypte à l'ADN de sa capitale, des Lombards germaniques descendant des Alpes. Chaque vague est encore présente, chaque strate est encore mesurable. L'Italie n'a jamais été une lignée, elle a toujours été un carrefour. La technologie permettant de lire ces différentes couches stratigraphiques existe depuis moins d'une décennie. Le prochain os de Pétrus exhumé d'une nécropole italienne pourrait bien bouleverser cette histoire. Il ne s'agit pas de spéculation, mais d'un constat établi. Et si les descendants des fondateurs de Rome formaient déjà un peuple différent en l'espace de 300 ans, qu'est-ce que cela nous apprend sur les récits que chaque nation se raconte sur sa véritable identité ?